En France, on a encore une vision de l'éducation qui est très liée aux notions d'obéissance et de pouvoir. Je suis en sécurité parce que j'entends les bruits, j'ai des odeurs qui me sécurisent, le contact me sécurise. Tu viens jouer avec moi ? Ça remet en cause évidemment l'éducation qu'on a reçue. Voilà, alors on fait pas ces sacrifices pour toi. Donc en fait, il faut poser un autre regard sur l'enfant, si je comprends bien. Ouais, d'accord. Mais dans la pratique, moi, je suis complètement perdue. Quelles sont les préoccupations d'un enfant ? Pikachu reste à la maison avec Doudou. Mais t'as jamais le temps. Eh oh, je suis là, j'existe. La culture de la punition, c'est le terreau de la maltraitance. Nous aussi, on a des droits. Ici, sur Horizontal, nous sommes persuadés que nous devons changer notre regard sur les enfants et leur redonner la place qu'ils méritent dans la société. Oui, mais comment faire quand on a si peu de modèles de posture à hauteur d'enfants autour de nous et que nos réflexes et nos référentiels ne sont pas toujours alignés avec nos intentions de parents ou de professionnels au contact d'enfants ? La théorie, nous l'avons, ce sont des outils pratiques, concrets que nous venons chercher ici. Bienvenue à bord du podcast Horizontal. Bonjour Enola. Bonjour Charlène. Tu vas bien ? Très bien, et toi ? Je vais bien, merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast Horizontal. Je suis ravie de la discussion qui s'annonce. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Comme je t'ai dit, c'est un projet qui me parle énormément, qui résonne en moi, donc je suis contente de pouvoir contribuer. Super. Je vais te laisser te présenter, Enola, comme tu le souhaites. Merci. Donc, je m'appelle Enola, je suis auxiliaire petite enfance de métier et aujourd'hui consultante en parentalité depuis 3 ans, spécialisée dans les émotions et les comportements du jeune enfant. Donc, ça fait beaucoup de choses. Ok. Comment t'es arrivée à faire ce métier ? C'est vrai que c'est assez complexe dans le sens où, encore à l'heure actuelle, c'est un métier qui n'est pas complètement ancré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de formation qui va certifier ou permettre un diplôme, ce qui fait que c'est un peu la porte ouverte à n'importe qui. Donc, j'ai été très vigilante aussi dans le choix de cet intitulé. Moi, dans mon parcours, très rapidement, j'ai passé donc mon CAP petite enfance, il y a 7 ans, 8 ans maintenant, je ne sais plus, en même temps que mon bac en parallèle. Et donc, l'idée ensuite, c'était de partir en psychologie, de passer ma licence de psychologie, éventuellement aller jusqu'au master. Donc, entre les deux, j'ai fait une année où je suis partie en Australie pour faire jeune fille au pair avec un petit garçon qui avait 13 mois à l'époque et son petit frère qui est né pendant que j'étais là-bas. Donc, c'était une expérience assez incroyable. Donc, avec une culture complètement différente, beaucoup plus à hauteur d'enfant, voire peut-être un peu dans l'extrême inverse parfois. En tout cas, ça m'avait vachement questionnée et étonnée à l'époque. Et du coup, en revenant, je me suis lancée dans des études de psychologie et j'étais dans une fac qui était axée psychanalyse. D'accord. Et je ne me suis pas du tout reconnue dans cette approche et je sentais que j'avais beaucoup accroché avec la neuropsychologie, mais on avait beaucoup moins de cours à ce sujet-là. Et en tout cas, je ne sentais que ça ne me parlait pas et j'avais cette impression que ce qu'on étudiait n'était pas récent. Donc, ça m'a questionnée à ce moment-là. Et donc, du coup, j'ai décidé d'arrêter la fac de psychologie justement pour me lancer un petit peu, me re-questionner sur vers quoi je voulais aller. Et donc, j'ai peaufiné mes expériences professionnelles en travaillant en garde d'enfants à domicile, en remplaçant en structure. J'ai travaillé avec l'aide sociale à l'enfance aussi pour encadrer des droits de visite. Donc, j'ai peaufiné tout ça pendant quelques temps. Et finalement, je me suis dit, mais il faut que je puisse accompagner les parents parce que quand j'étais à domicile, je voyais les besoins, je voyais les questionnements et c'est ce qui m'a amené petit à petit à faire des formations dans des centres privés, du coup, pour peaufiner ma relation d'aide, d'accompagnante et c'est à partir de là que j'ai décidé de me lancer et d'ouvrir mon compte Instagram. Wow. Voilà C'est pour un joli parcours, hein. la trajectoire. Bravo. Ok. Avant peut-être de rentrer dans le vif du sujet, éventuellement des difficultés que les familles que tu accompagnes rencontrent et puis peut-être que moi je te partagerai aussi les difficultés que je rencontre parfois avec mon petit garçon et comment tu peux éventuellement m'aider et aider les personnes qui nous écoutent.
si elles rencontrent la même situation. Je voudrais comprendre, ou davantage connaître comment tu as grandi, en fait. Aujourd'hui, comment est-ce que toi, tu caractériserais l'éducation que tu as reçue et comment Est-ce que c'est toujours imprégné en toi ou c'est des choses que tu as laissées de côté? Ok. C'est une question qui est assez intime et c'est la première fois que je vais y répondre. C'est quelque chose que je n'ai jamais abordé en 3 ans, très très peu. Et donc j'y ai pensé, je me suis dit, mais comment je caractériserais cette enfance? Alors, il faut savoir que j'ai grandi avec une maman solo. Maman Ok. solo, j'ai 2 frères. Et donc du coup, on a grandi un peu tous les 4, je pense, déjà un petit peu dans un cocon très personnel. C'est vraiment une approche c'est vraiment une enfance qui est différente déjà, de par ce biais-là, de n'avoir qu'un seul parent, qu'un seul référent. Et je pense que je la caractériserais avec le terme allié. J'ai toujours vu ma maman prendre notre défense. C'est-à-dire que même les fois où elle n'était pas d'accord avec nous, par exemple à l'école ou quelque chose comme ça, elle allait, par rapport aux autres, prendre notre défense en premier lieu. Elle était toujours notre alliée, à nous tenir la main, à prendre notre défense. Et par après, elle pouvait en discuter avec nous sur le fait qu'elle n'était pas d'accord, tout ce qui pouvait être changé, modifié, etc. Mais elle a toujours été notre alliée. Et à côté de ça, du coup, c'était aussi une maman qui était très à l'écoute. Elle nous a toujours considérés à sa hauteur, vraiment. Je n'avais pas mis ces mots-là à l'époque, mais on a toujours été à sa hauteur. C'est-à-dire que peu importe ce qu'on souhaitait faire, il était OK de l'expérimenter. Par exemple, moi, je suis végétarienne depuis bientôt 13 ans. Donc, quand j'ai commencé, j'étais encore une préadolescente. Et en fait, elle n'a jamais remis en doute ce choix. Elle m'a toujours suivie, elle m'a toujours soutenue. Et partait du principe que c'était mon alimentation, mon choix. D'accord. Et ça, toute notre vie, c'était quelque chose qui était mis en avant. À côté de ça, je n'ai pas eu une enfance très sécurisante. Par contre, c'est des discussions qu'on a déjà eues. Je sais que c'est quelque chose qui peut être assez blessant pour un parent d'entendre ça, mais c'était aussi une réalité. J'ai grandi dans un climat où, quand on était avec notre maman, on était en sécurité. Mais dans la relation avec notre papa et avec l'entourage, c'était pas très sécuritaire, ce qui a mené à beaucoup de difficultés, même moi, dans mon adolescence. Donc, je pense que c'est aussi une manière d'illustrer que tout n'est pas rose et que, effectivement, je pense que ce chemin que j'ai pris n'est pas anodin. Mais en tous les cas, je pense que oui, je dirais qu'elle a toujours été notre alliée à notre hauteur, sans mettre les mots dessus. Et du coup, forcément, ça impacte mon travail aujourd'hui. Mais du coup, je comprends qu'il y avait une relation assez sereine avec l'adulte qui était ta maman et qui était ta référence principale, ta figure d'attachement principale. Comment tu définis l'insécurité? C'était par l'absence? C'était par la non-considération? Comment ça se traduisait? Si tu veux bien rentrer dans le détail. Ouais, je pense que en tout cas, c'est comme ça que je l'analyse, moi. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, c'est comme ça. C'est les mots que je mettrais aujourd'hui. Je pense que c'était la difficulté pour ma maman de poser parfois un cadre dans notre relation avec notre père qui, du coup, lui, nous a abandonnés. Mais pas qu'une fois, ça a été plusieurs fois de manière répétée. Et je pense qu'il a été difficile pour ma maman, par culpabilité probablement, et par souhait de garder ce lien, de mettre un stop. Et du coup, ça a été à moi de faire ça. Et c'est quelque chose qui, je pense que cette insécurité a été dans le fait qu'à certains moments, elle avait des difficultés à dire non. Ce qui s'entend complètement, hein, c'est pas du tout un jugement de ce qu'elle a fait ou ne pas fait, parce que je ne sais pas ce que j'aurais fait à sa place. Je ne sais pas ce que ça peut représenter, la charge mentale que de devoir prendre toutes les décisions toute seule et de voir ses enfants en souffrance. Donc, c'est pas du tout un jugement, mais c'est plutôt une analyse de ce qui, moi, à ce moment-là, à cette période de ma vie, m'a mis en insécurité, ce qui a été de devoir prendre des décisions d'adulte. Et du coup, aussi, quand j'étais chez mon papa ou dans ce côté-là, ça a été d'être confrontée à des choses auxquelles je n'aurais pas dû être confrontée. Donc, je pense que l'insécurité venait de là. J'entends. Ok. Aujourd'hui, toi, dans ton cheminement d'adulte, donc là, tu as installé ton activité professionnelle, tu accompagnes des familles. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui, tu sens que cet environnement familial te limite ou t'aide au quotidien? C'est une très bonne question.
Je pense que déjà, j'essaye autant que faire se peut de détacher les 2. De détacher les 2, notamment dans mon analyse. C'est-à-dire que, j'aime bien utiliser parfois certaines de mes expériences pour illustrer des émotions, des choses que peuvent vivre les parents ou les enfants. Ça, j'aime beaucoup. En revanche, j'essaye de faire un travail vraiment, pour détacher mon histoire personnelle de mon analyse de professionnelle et pas y imprégner mes émotions ou mes comportements enfin voilà, comment j'aurais été si j'avais donné un conseil à ma cousine ou à quelqu'un de ma famille, ce qui n'a rien à voir avec mon travail quand je suis auprès de mes familles. Je pense en revanche que ça a été le déclencheur. C'est forcément cette analyse-là et ce recul-là que j'ai pris sur mon enfance qui m'a permis de choisir cette voie dans mon travail. Oui, donc cette volonté quand même de travailler sur comment faire différemment parce que tu as ressenti, toi, les conséquences peut-être d'une certaine insécurité. Donc voilà, voilà se dire, c'est intéressant de voir l'impact que ça a sur les adultes qu'on devient et comment je peux aider aussi à... Parce que tu vois, dans ton travail que je suis sur les réseaux sociaux, je comprends qu'il y a quand même une volonté d'aider à changer le regard que les adultes peuvent poser sur les enfants. Tu vas nous en dire un petit peu plus sur tes travaux. Mais, donc voilà, il y a cette démarche-là qui faisait pas forcément partie de ta photo environnementale, quoi. C'est ça, parce que je pense qu'en fait, j'ai eu un peu les deux. C'est-à-dire que j'ai quand même vécu dans une enfance à hauteur d'enfant. Oui. Donc, je sais aussi l'impact que ça a de positif dans ma vie d'avoir vécu ça. Donc, il y a ça aussi qui aide. Et effectivement, je pense que oui, j'ai ce souhait d'aider à déconstruire toutes ces fausses croyances autour des enfants, pour permettre de les mettre en sécurité. On va dire. Très beau projet, j'adore. et du coup, Enola, dans les familles que tu accompagnes, là, tu évoquais ta spécialité dans le comportement des enfants. C'est là-dessus que les familles, elles te contactent le plus souvent, en fait? Oui, parce que c'est-à-dire que quand j'ai débuté, je ne m'étais pas spécialisée. J'ai toujours accompagné les parents de jeunes enfants, c'est-à-dire moins de 6 ans. Tout simplement parce que je ne suis pas formée au développement de l'enfant plus grand, tout simplement. Et par contre, c'est petit à petit que j'ai décrypté que j'avais régulièrement les mêmes difficultés qui revenaient. Alors, la difficulté première qui revient, c'est aux alentours de 2 ans. C'est les comportements impulsifs qui reviennent de plus en plus, les premières oppositions, les grandes tempêtes émotionnelles et notamment les gestes agressifs. Ça, c'est vraiment un des sujets principaux. Et je pense que la deuxième grande difficulté, elle n'est pas forcément verbalisée, formulée par l'adulte ou par les adultes qui viennent me contacter, père ou mère, parce que de plus en plus, j'ai les deux. C'est important de le dire, ce n'était pas le cas quand je me suis lancée. Et donc aujourd'hui, je pense que la plus grande difficulté des parents que je rencontre, c'est la différence entre la théorie, c'est-à-dire ce souhait d'avoir un accompagnement plus bienveillant, plus positif dans les termes que l'on y met en France en tous les cas, et la réalité de leur quotidien. Il y a vraiment une dissonance totale entre ce qu'ils voient, ce qu'ils comprennent, ce qu'ils entendent, c'est-à-dire que la théorie est concrète, ça parle, je comprends, et la réalité. Donc, je pense qu'il y a vraiment une dissonance là-dessus et que du coup, il y a un vrai manque de remettre des nuances entre les deux. Et c'est ça vraiment mon travail sur les réseaux et c'est pour ça que je propose autant de contenu gratuit. Je ne suis pas la seule à le faire, on est nombreux et nombreuses et ça, c'est top. Mais je pense que oui, il y a vraiment une dissonance et paradoxalement, à ce travail que je fais, moi, sur les réseaux d'une manière bénévole, j'incite beaucoup les parents que j'accompagne à parfois cesser de se renseigner. Ouais. Parce que ça renforce parfois cette dissonance et cette impression du coup de ne pas y arriver. Je pense que c'est ça que je rencontre le plus souvent. On vient me voir pour une difficulté particulière, le sommeil, les gestes agressifs, etc. Et quand on creuse, c'est cette dissonance-là qui revient. C'est-à-dire que les parents sont complètement perdus dans une multitude d'informations et on est là, on se dit... En fait, oui, moi je le vois en tant que maman d'un petit garçon qui vient juste d'avoir 2 ans. Parfois, on a l'impression qu'il faut aller à droite et mettre le pied comme ça devant l'autre et puis dérouler la méthode. Et en fait, dans l'instinct, dans la fatigue, le speed de la journée,
Voilà, c'est pas si évident de dérouler une méthode et je te rejoins parfaitement sur le fait qu'il y a la théorie et c'est extrêmement c'est génial qu'on ait autant de contenu théorique sur le développement de l'enfant, comment il fonctionne. Enfin, moi, j'ai dévoré ces contenus et je le fais encore parce que je suis passionnée par le sujet. Mais effectivement, il y a un passage de la théorie à la pratique qui est complexe, qui n'est pas suffisamment accompagné. C'est exactement l'objectif de ce podcast, c'est d'essayer de mettre de la pratique et du concret, de la vie quotidienne derrière cette théorie. Et parfois, c'est juste une philosophie de pensée, en fait, plus qu'une méthode à appliquer, je crois. Oui, intéressant. Moi, c'est vrai que j'aime bien parler de... C'est comme quand tu arrives à un nouveau job que tu connais pas. On te fournit une fiche de poste parce que tu sais pas, tu n'es pas en sécurité, tu n'as pas appris. Quand tu deviens parent, c'est la même chose. Et du coup, on te fournit cette fiche de poste. Et donc, tu vas essayer d'appliquer les choses à la règle. Et moi, ce que j'entends souvent, c'est est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien? Et donc, en fait, on veut venir appliquer une méthode à un enfant. Sauf que chaque enfant est particulier. Et donc, les méthodes ne fonctionnent pas. Et sauf qu'une fois qu'on se rend compte de ça, donc aux alentours de 2 ans, parce que quand on a un bébé, on a d'autres difficultés, mais pas sur ces choses-là, ben là, on se retrouve confronté à de grandes difficultés, nous, sur notre posture, je pense, de parents. Et là, on se dit, mais mince, en fait. En fait, je ne sais pas du tout où j'en suis, je ne sais pas du tout quoi faire parce que la méthode ne s'applique pas à mon enfant. Donc, je pense que oui, il y a une histoire plutôt de philosophie de pensée, de comment on appréhende tout ça. Il y a aussi une histoire de prendre confiance en soi pour se détacher tout doucement des méthodes. Oui. Moi, je le vois au quotidien. J'ai un petit garçon qui est plutôt jovial. Il est très solaire. Il peut être très, très doux, très gentil. Et à la fois, il est hyper imprévisible. Il va manger tranquillement ses pâtes et puis d'un coup, la cuillère, elle va traverser la cuisine. Les pâtes, elles vont se retrouver par terre et on ne sait pas d'où ça vient. Et tu vois, encore ce matin, je sais pas, ça faisait 2 secondes qu'il était debout, il me mettait une claque. Et c'est vrai que là, moi, je me sens... Alors, j'ai beau... Tu vois, t'as beau savoir que son cerveau est en construction, qu'il est peut-être impulsif quand il vient juste de se réveiller, qu'il est censé être reposé, qu'il n'y a pas de stimulation particulière et qui te met une claque. Enfin, moi, je me sens vraiment démunie. C'est une de mes plus grandes difficultés en tant que maman aujourd'hui. C'est vraiment les gestes de mon fils et c'est surtout envers moi. Et je me dis, mais pourquoi il a besoin de décharger à 7h02 Là, on est tout doux, on est tout calme. Qu'est-ce qui se passe Là, on est... Enfin, donc, tu vois, c'est vrai et ça vient activer des choses en nous qui sont hyper difficiles à maîtriser. En tout cas, moi, je suis challengée vraiment par ces gestes d'impulsivité que je comprends pas et qui me paraissent pas assez justifiés. Enfin, je me dis, mais non, mais là, il n'y a pas de raison que tu fasses ça. Je pense que le plus difficile, c'est parce que dans notre cerveau, on a ce besoin de comprendre. On a ce besoin de faire du sens et que la réalité d'un enfant, elle est tellement loin de la nôtre qu'on n'a pas les éléments pour le comprendre. Et du coup, moi, souvent, ce que je conseille, c'est arrêter de chercher à comprendre. Pas tout le temps. C'est pas tout le temps nécessaire. Parce que du coup, parfois, on va assassiner un peu les enfants de pourquoi. Ils ne le savent même pas, eux. et ces réactions-là, elles sont surprenantes. Même moi, en tant que pro, quand ça m'arrive encore avec des enfants, je suis surprise et parfois, la réaction d'agressivité, elle n'est pas loin. Parce que c'est humain, parce que ça fait partie de nous. Et que effectivement, je pense que l'important, ce n'est pas tant de chercher à comprendre, mais plutôt d'apprendre à s'y attendre. À s'attendre à l'imprévu. Je ne sais pas si c'est assez concret ce que je te dis. Je peux essayer d'aller un peu plus loin. Mais en tout cas, ça aide parce que je vois beaucoup de parents avec des jeunes enfants qui continuent de se faire surprendre parce qu'ils ont espéré que ce comportement impulsif n'arriverait pas. Et je trouve ça assez rigolo, assez curieux parce que, en fait, on sait qu'il va arriver. Vaut mieux s'y attendre et qu'il n'arrive pas que l'inverse. Et donc, plus on s'attend à cette imprévisibilité de l'enfant, au-delà de la compréhension, parce qu'effectivement, quand on le comprend, on sait que ça va arriver, mais disons que
il peut se passer tellement de choses dans son cerveau que ça va être très dur pour toi sur le moment même de tout de suite mettre le doigt sur ce qui s'est passé. Tu vois, ça peut être finalement, il était à peine réveillé, tu étais trop près de lui. Ouais. Ça peut être aussi simplissime que ça. Ça peut être une envie de te dire bonjour, une intensité de joie qui est montée beaucoup plus vite que prévu et bam. Ouais. Et en fait, ça, lui ne peut pas le contrôler. Et du coup, vu qu'il ne peut pas l'exprimer ou le réguler, ben, ça va très vite. Émotion désagréable ou pas, parce qu'on n'a pas une impulsivité quand on se sent mal, pas que. C'est juste une intensité émotionnelle trop forte qui arrive d'un coup. Et comme ils n'ont pas développé leur fonction exécutive, c'est-à-dire la capacité à s'inhiber, à s'autocontrôler et développer toute leur palette de stratégies de régulation, bah, ça explose. Donc, je pense que c'est important de psychologiquement s'y préparer. Et du coup, on est peut-être un peu moins surpris le moment où ça arrive. Oui, oui. Mais c'est vrai que quand tu dis il le sait même pas, parce qu'en fait, une des premières réactions parfois c'était mais pourquoi tu fais ça? Et en fait, j'ai lu et j'ai compris au travers de pas mal d'écoutes de podcasts ou de lectures d'articles que c'est irrationnel ce qui se passe dans le préfrontal là, des enfants, et ça se déconnecte. Et en fait, c'est vrai que quand on prend le temps d'observer un enfant qui vit soit une tempête émotionnelle, soit même sans aller vers la tempête, une frustration, c'est irrationnel. Moi, mon petit garçon qui a l'air, et je me félicite de ça, il a l'air vraiment très libre de vivre chacune de ses émotions, et je suis ravie pour lui qu'il ait cet espace. Il peut passer de demander une banane à pleurer, la jeter par terre, rigoler et me faire un bisou. Enfin, je veux dire, parfois, je suis là, mais c'est vrai que quand on prend le temps de les observer, c'est irrationnel. Enfin, je veux dire, ils passent d'un état à l'autre et on se dit, mais c'est presque si on voyait le crâne ouvert en train de mettre les morceaux à leur place, quoi. Donc oui, ça aide de se rappeler que même eux, ils ne savent pas et qu'ils sauraient même pas nous expliquer pourquoi ils viennent de faire ça, quoi, si on leur posait réellement la question. Non, parce qu'ils n'ont pas les éléments cognitifs et ils n'ont pas les éléments langagiers. Donc, de toute manière, même s'ils savaient pourquoi, ils n'auraient pas la capacité de le mettre en mots. Et c'est vrai que tu mets en avant un truc assez intéressant, c'est que nos enfants, ils ont 2 grandes difficultés. La première, c'est qu'ils ne peuvent pas raccrocher leur cortex préfrontal, donc effectivement là où on a toutes nos fonctions cognitives un peu supérieures qui vont venir fonctionner avec nos émotions pour nous permettre de nous contrôler et d'adapter une réponse plus cohérente avec la situation. Donc, il y a ça qui est difficile pour eux, qui va se développer petit à petit. Et leur deuxième difficulté, c'est qu'ils n'ont pas développé de filtre, je vais l'appeler comme ça pour le synthétiser, mais de filtre émotionnel qui leur permet de venir réguler l'intensité. C'est-à-dire que l'intensité, elle va monter beaucoup plus vite que nous. Et du coup, comme ils n'ont pas la capacité d'intérioriser tout ça, toutes leurs émotions, elles vont sortir directement. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de régulateur, il n'y a pas de contrôle. Ouais. Du coup, c'est ce qui fait, ils ont ces 2 difficultés-là, ce qui fait qu'ils sont constamment aux prises de leurs émotions. Et c'est petit à petit, effectivement, avec nos réponses et avec la maturation assez innée de l'enfant, que petit à petit, ça va venir s'apaiser. Mais ça prend de longues années. Oui, on le voit que parfois il se rend compte, et je l'ai déjà observé, surpris lui-même de son comportement. C'est-à-dire me taper et tout de suite me faire un bisou parce qu'il ne sait pas ce qu'il voulait faire. Mais du coup, quand on se retrouve 18h45, les brocolis partout dans la cuisine, un enfant qui est là, qui nous sourit, qui a tout envoyé valser... Et comment tu conseilles de se positionner, en fait? Est-ce qu'il faut... Enfin, voilà, je te laisse me dire. Je ne vais pas énumérer toutes les possibilités qui existent. Ce qui est important, c'est dans quelques secondes, essayer ne serait-ce que de repérer où on en est. C'est-à-dire que si on se dit, là, c'est mort, moi, je suis trop énervée, pas nécessaire d'entrer dans un apprentissage. C'est-à-dire que là, appliquer une conséquence logique, appliquer tout ça, c'est peut-être pas nécessaire parce qu'on n'aura pas les compétences nous-mêmes d'y arriver. Donc, parfois, c'est OK de choisir ses batailles. C'est-à-dire de là, je suis fatiguée, t'es fatiguée, je ramasse, je te porte, on passe à autre chose. Je pense que c'est important de se dire que l'éducation ne se joue pas à chaque seconde. Et qu'en fait, si nous, on est fatigué, qu'on n'est pas en capacité, professionnelle, parents, n'importe qui,
si là, on détourne l'attention de l'enfant, on passe à autre chose, sans forcément analyser, sans chercher à appliquer une conséquence, c'est OK. C'est important effectivement de ne pas le faire à chaque fois, mais si on sent qu'on n'en est pas capable, qu'en fait, on va rentrer dans quelque chose où on va soit cristalliser le conflit parce qu'on va répondre avec agressivité sans chercher à comprendre l'origine de ce comportement de notre enfant. Et donc, du coup, en fait, on va faire qu'empirer la situation, aller vers une tempête ou aller vers quelque chose où on ne va pas être OK avec. En fait, c'est OK de choisir sa bataille et de dire là, c'est pas le moment. Ça, c'est vraiment OK de faire ça, de se dire là, j'ai pas les compétences, j'ai pas les capacités actuellement maintenant, et de simplement faire utiliser la distraction et passer à autre chose. Ça, pour moi, c'est complètement OK d'une manière assez ponctuelle d'utiliser ça. Tout n'est pas un enjeu d'éducation, vraiment. Surtout avec un tout petit. On ne parle pas d'un enfant de 8 ans. Voilà. On parle d'un enfant de 15 mois, 20 mois, 2 ans. Donc ça, c'est OK de le verbaliser, de formuler, dire juste OK, là non, c'est pas possible. Et d'ailleurs, dans ces moments-là, c'est important de se rappeler que la nature de l'enfant, c'est le jeu et l'expérimentation. La plupart de nos enfants jusqu'à 4-5 ans, surtout nos tout petits là, avant 3 ans, la plupart des choses, c'est une expérimentation ou simplement une réaction émotionnelle. Donc faire appel à la nature de l'enfant, c'est-à-dire le jeu, l'amusement, le lien, c'est OK, même dans des moments difficiles. Et que l'apprentissage, il peut se faire que là-dedans. C'est-à-dire que de toute façon, le stress empêche de faire appel à notre cognition. Donc plus on est sous stress, moins on permet à nos enfants d'apprendre et plus les comportements sont impulsifs. Donc dans ce moment-là, si on ne se sent pas capable d'appliquer par exemple une conséquence ou d'aller dans quelque chose de venir co-réguler nos enfants à ce moment-là, on peut utiliser le jeu. On peut se dire, voilà, on détourne l'attention, on ramasse ensemble, mais sous forme de jeu, on essaye de ramener les choses de cette manière-là, et c'est complètement OK. De ne pas se prendre au sérieux, ça permet aussi peut-être un peu de contrer notre propre réaction agressive qui aurait pu apparaître à ce moment-là. Oui, je comprends. Et si on se sent les ressources là, d'accueillir J'attendais cette question. Attends. Je pense que c'est important de se rappeler qu'effectivement, tout est une question d'apprentissage pour nos enfants. Que quand ils ont une émotion trop forte, ils vont donc avoir un comportement impulsif, c'est-à-dire non réfléchi. Et que pour apprendre à avoir un comportement réfléchi et adéquat à la situation, c'est un apprentissage. Ils ont vraiment besoin qu'on soit là pour leur dire « ça, c'est pas OK. Ton émotion, oui. Ça, c'est pas OK. Et voilà ce que tu peux faire. » Donc ça, c'est le fait d'offrir une porte de sortie à l'enfant. Ça peut aider, notamment quand c'est une réaction émotionnelle. Par exemple, est-ce qu'il achetait ses brocolis dans le jeu, dans l'amusement, et boum, le corps avait trop de tension et c'est parti par terre? Est-ce que c'était parce qu'en fait, il souhaitait d'exprimer qu'il n'avait plus faim? Et donc, en fait, il achetait son assiette. Donc là, l'idée, c'est peut-être de lui montrer. Simplement lui montrer quand tu as fini, c'est interdit de jeter, mais tu peux faire ça. Et on lui montre et on fait avec lui. Et en répétant ça, très rapidement, il va le faire. Ou après, si c'est effectivement de colère, de frustration, là, c'est intéressant d'appliquer une conséquence. Les conséquences, c'est un grand concept dont on parle dernièrement. Les conséquences, elles peuvent être soit naturelles, c'est-à-dire sans intervention de l'adulte, qui se pourrait passer naturellement, c'est-à-dire si je touche une casserole chaude, je me brûle. C'est une conséquence. Généralement, on ne recommence pas ensuite. Donc, c'est l'apprentissage par l'acte en lui-même, c'est-à-dire que l'enfant va expérimenter par lui-même la conséquence et donc apprendre et faire des liens, ce qui va l'aider. Donc ça, c'est hyper important parfois, en mesurant nous le risque et le danger, de laisser l'enfant expérimenter son erreur pour appréhender ensuite la conséquence et du coup par lui-même ne plus le faire et adapter son comportement. Ensuite, on a les conséquences logiques. Les conséquences logiques, elles vont être pensées et amenées par le parent parce que de nature, l'enfant ne va pas forcément s'arrêter parce que lui, dans son expérimentation, il ne voit pas l'intérêt de s'arrêter. Je pense aux enfants qui vont écrire sur les murs, par exemple, ou qui vont dépasser de la feuille très, 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 très loin. Alors que nous, on a posé ce cadre-là avec lui au préalable, que c'était interdit. Là, à ce moment-là, les conséquences logiques, elles ont du sens. Et donc, avec cette histoire de brocoli partout par terre, ça peut être intéressant d'appliquer une conséquence logique. La conséquence logique, là, elle peut avoir deux aspects. Ça peut être effectivement soit de ramasser les brocolis, soit d'arrêter le repas. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on pose une conséquence logique, on le fait dans une place de confiance et on le fait dans une place d'apprentissage. Ce qui est complètement différent de la punition. Et c'est là où il y a vraiment une différence, une nuance, parce que
les parents, dans cette recherche d'évitement de la punition, qui va venir humilier l'enfant, qui n'a pas forcément de rapport avec la situation, qui peut aussi venir faire peur aux enfants. Dans cette recherche d'éviter ça, les parents, ils ne savent plus comment faire parce qu'ils ont l'impression qu'on ne peut plus rien faire. Ce qui est complètement faux. C'est juste que la punition, elle est posée dans un contexte de manque de confiance en soi en tant que parent et dans une place de colère. Souvent, quand on inflige une punition à un enfant, c'est qu'on est à bout. On est à bout, on ne sait plus quoi faire d'autre, donc c'est un coup de colère, en fin de compte, cette punition. Et souvent, elle n'a aucun rapport. C'est t'as pas mangé tes brocolis, donc ce soir, tu n'auras pas le droit à ton histoire, par exemple. Ça n'a pas de sens. Souvent, le ton associé n'est pas adéquat. On va aussi souvent blâmer l'enfant parce que nous, on est à bout et que du coup, on inflige cette punition. C'est ce qui se passe souvent aussi dans cette dissonance entre la réalité et la théorie et la pratique. Oui, bien sûr. Bien sûr. Si j'en reviens à mes conséquences logiques, là, ce qui peut être intéressant pour l'apprentissage tout simplement de cette conséquence que si tu jettes la nourriture, ça gaspille, c'est pas OK, c'est interdit, ce n'est pas adapté, même si je le comprends de ton âge. La conséquence, elle est soit effectivement tu ramasses, soit on arrête le repas. C'est-à-dire que on pose le cadre, tu le refais une fois, non, tu le refais 2 fois, on arrête le repas. Et il n'y a pas cette nécessité nécessairement d'aller plus loin, de prendre un ton hyper dur ou quoi, mais plutôt d'intégrer cet apprentissage à chaque fois, si tu jettes, le repas s'arrête. Et du coup, par contre, ça peut nous être aussi l'indication pour nous dire, mais en fait, peut-être qu'il essaye d'exprimer que le repas est fini. Oui, c'est ce que je comprends de mon fils. C'est souvent, en fait, c'est ce que j'ai fait dernièrement. J'ai dit, si tu jettes par terre, c'est que le repas est terminé. Et en fait, je me suis dit dans ma tête, à chaque fois, j'ai quand même un peu de la chance parce que ça part un peu en live quand il a déjà bien mangé. Donc, j'étais plutôt sereine de lui dire, tant pis, maintenant le repas est terminé, je vais pas te regarder tout jeter par terre, le plus sereinement possible, je le débarbouillais, je le levais de sa chaise. Alors lui, il pleurait, je restais à sa hauteur, je restais disponible, je restais là, mais je finissais le repas. Mais je me dis, si un jour il me balance son assiette au tout début du repas, je vais être embêtée parce que ça va me déranger de le lever de table à ce moment-là du repas. Bon, visiblement, ça se présente pas, donc je comprends aussi que c'est peut-être une façon pour lui de signifier qu'il a plus faim ou qu'il veut passer à autre chose dans son assiette. Et il faut que je réoriente, que je lui explique comment, lui rappeler le signe, c'est fini, qu'on faisait avant et que je fais peut-être plus trop. Ouais. En fait, c'est vrai que notre cerveau, il a besoin de cohérence. Et pour que nos enfants, ils apprennent des nouveaux comportements, des comportements qui soient adéquats, adaptés, soit à ce qu'ils ressentent, soit à la situation sociale, parce que ça, ils n'ont pas les codes. Donc, en fait, j'ai plus faim, je jette. Voilà. et ça demande une cohérence. On n'est pas dans une cohérence rigide, mais dans le fait que si on adopte la même réponse à chaque fois, ça finira par s'arrêter. Et là, effectivement, toi, dans ta condition, ce qui est intéressant, c'est que si la situation se répète 20 fois, l'intérêt, c'est de se dire, il y a peut-être autre chose. Est-ce que là, le fait d'être enfermé dans sa chaise haute, par exemple, si c'est le cas, c'est pas adapté pour lui, son moment? Est-ce que finalement, c'est le temps du repas qui est trop long pour lui dans la période où il en est? Souvent, moi, c'est ce que je dis quand un comportement revient 5, 6, 7 fois, c'est qu'il y a quelque chose dans l'environnement qui va pas. Il y a quelque chose qu'on peut peut-être éventuellement changer pour aider nos enfants. Et donc, que les conséquences et que nos limites et que notre énervement reprennent une place d'urgence. Parce que s'énerver, dire stop, parfois crier, se fâcher, répondre d'une manière inadaptée, poser des conséquences, etc., c'est humain. C'est humain, c'est aussi une manière pour nos enfants d'apprendre la conséquence de leur comportement d'une manière cohérente et adaptée. Mais c'est une place d'urgence. Parce que sinon, on est constamment sur stress, eux et nous. Et là, l'apprentissage, il est bloqué. Et donc, ouais, c'est important, je pense, quand on cherche à se mettre à hauteur d'enfant, d'aller vraiment se dire comment je peux modifier l'environnement. Parce que parfois, on dit c'est comme si l'éducation reposait tout sur nos épaules. Mais non, parfois, c'est l'environnement qui joue. Mais tout ça, c'est difficile. Et ça demande du temps et on n'a pas toujours les réponses. Et je pense que c'est important aussi de s'offrir de la tolérance par rapport à ça.
Oui, et d'où l'intérêt de parfois ne pas avoir peur de se faire accompagner par des personnes comme toi qui, en plus d'apporter un regard formé et éduqué à comment ça se passe dans la tête d'un enfant, parce qu'on n'est pas tous experts en neurosciences et enfin, je veux dire, c'est pas simple d'être parent dans le sens où on n'est ni médecin, ni pédiatre, ni psychologue, et en fait, ça requiert quand même un certain nombre de soft skills qu'on n'a pas tous eu l'opportunité de développer. Donc oui, ce que je voulais dire, je me perdais toute seule comme ça m'arrive souvent. Ce que je voulais dire, c'est que d'où l'intérêt de pas hésiter à se faire accompagner, parce qu'il y a aussi un besoin de regard extérieur qui est intéressant. C'est-à-dire que nous, on croit qu'on a déroulé le tapis rouge et qu'on a fait un environnement hyper sain et enfin. On est plein de certitudes, c'est bien aussi, mais on se rend pas compte que parfois la lumière est trop intense ou juste la hauteur de l'enfant par rapport à nous. Enfin, je veux dire, il y a des détails qu'on ne peut plus voir parce qu'on a la tête dedans, parce que c'est notre maison et qu'on n'arrive plus à l'analyser. Et je trouve intéressant et aussi très humble. Et pour moi, c'est aussi une forme d'intelligence que de savoir aller chercher de l'aide, un regard extérieur pour repenser un peu l'environnement de nos enfants. Oui, et puis je pense que moi, je ne suis pas investie émotionnellement avec les enfants des parents que j'accompagne. Donc, je n'ai pas ce biais-là, je n'ai pas la culpabilité, je n'ai pas toutes ces choses un peu négatives qui viennent empêcher le raisonnement. C'est-à-dire qu'avec nos propres enfants, on est toujours en plus grande difficulté, tout simplement parce qu'il y a la culpabilité, parce qu'il y a les peurs, parce qu'il y a l'anxiété, parce qu'il y a le quotidien, la fatigue, l'épuisement, que moi, je n'ai pas. Donc, faire appel à une professionnelle, c'est aussi s'offrir ça, c'est s'offrir quelqu'un qui est neutre et qui, du coup, va regarder l'enfant et l'environnement avec un regard qui est différent. Et donc, moi, je peux plus facilement faire appel à mes outils qu'un parent va pouvoir le faire au jour le jour. Donc, l'intérêt, il est là aussi. Parce que très souvent, quand je propose des choses, on me dit « Ah oui, j'y pensais pas, alors que c'est d'une logique incomparable. » Oui, plein de choses sont logiques. Il y a plein de choses qu'on sait cognitivement. Il y a plein de choses qu'on sait. Mais comme tu disais, c'est l'appliquer qui est difficile. Et donc, je pense que d'avoir quelqu'un qui repose ces choses-là, qui les repense, qui les remanie d'une manière différente, ça aide aussi à les appliquer au quotidien et ça donne un peu du courage qu'on a parfois besoin quand on essaye de faire différemment et d'appliquer de nouvelles stratégies, parce que cet apprentissage qu'on essaye d'offrir aux enfants sur leur comportement, sur leurs émotions, la gestion émotionnelle, c'est un travail qu'on fait sur nous aussi. Je veux dire, on n'a pas forcément développé tous des stratégies cognitives et des stratégies émotionnelles qui fonctionnent à tous les coups. On a aussi, nous, nos propres difficultés. Donc, en fait, c'est un apprentissage mutuel et c'est difficile. Oui, et je crois que la complexité, elle vient aussi de là, c'est-à-dire qu'on se bat nous-mêmes avec nos émotions. Parfois, moi, je comprends pas pourquoi le fait de voir des brocolis par terre, ça... Alors, c'est le mauvais exemple parce que c'est pas celui qui m'énerve le plus, mais ça peut, par exemple, beaucoup contrarier mon mari, qui lui supporte pas qu'on en mette partout, qui est enfin pour lui c'est vraiment du gaspillage, c'est une valeur qui est importante pour lui et ça le met hors de lui, alors que moi je vois juste que il faut 2 coups d'éponge et c'est fini. Donc en fait on n'a pas aussi tous les mêmes zones d'activation, les mêmes sensibilités. Par contre moi quelque chose qui va vraiment me contrarier, c'est en fait on a des attentes, on a des petits plans dans nos têtes de parents, c'est-à-dire qu'on va acheter le super joli livre et puis on va l'offrir en attendant une certaine réaction de notre enfant qu'on obtient ou qu'on n'obtient pas, surtout quand il a 2 ans, il dit pas forcément « youpi, merci ». Et en fait, nous, notre petit garçon, il abîme beaucoup. Je sais pas, il va prendre le livre, il va déchirer les pages, il va le tordre. Et en fait, ça vient te contrarier dans tes plans à toi de parent qui t'imaginait en abonnant ton fils à Picotis, que tu lirais l'histoire tendrement et puis qu'on fermerait le livre, qu'on le poserait là et puis qu'il irait se coucher tendrement. En fait, non, il a arraché la couverture, le jeu, on peut plus le faire parce qu'il l'a cassé. Et ça, pour moi, c'est hyper dur à supporter parce que je me dis, mais je comprends pas pourquoi il fait ça, c'est ses affaires. Pourquoi il en prend pas soin? Pourquoi il se rend bien compte qu'après... Et puis il dit cassé. Ben oui, c'est cassé, on peut plus lire l'histoire maintenant. Et ça, pour moi, c'est vachement dur. Conséquence naturelle. C'est vachement dur à gérer parce que du coup, tu te retrouves avec ce livre et tu te dis, bon, ben, il y a quand même écrit de 9 mois à 3 ans. Donc, il était quand même adapté à toi, mais pas à tes petites mains, visiblement.
Ouais, ou c'est ton dur, quoi. tempérament. Ouais, ouais. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi dur pour vous, les parents, que pour les professionnels. Ouais. Moi, j'ai accompagné beaucoup de stagiaires aussi quand je travaillais en crèche. Et je pense que, tu vois, j'envisage quand on prépare une activité. On prépare une activité, là, je réenvisage une activité, je sais plus, c'était de la patouille ou je sais plus quoi, avec 3 ou 4 enfants. Et ça a été la catastrophe. Au bout d'une seconde, toutes les pattes étaient par terre et ça a duré 2 minutes et c'était nul, tu vois? Ouais. C'était nul, c'était hyper décevant et je pense que on ne peut pas s'empêcher. C'est-à-dire que c'est là où on apprend aussi à différencier le comportement de l'émotion. C'est qu'en fait, à ce moment-là, on est énervé et c'est OK. Moi, ça m'a saoulée. J'étais très énervée, très fâchée, de cette résultante-là. Je pense que d'avoir des attentes et des projections, c'est quelque chose d'humain. Et je pense que cette différenciation du comportement et de l'émotion, elle est essentielle, autant pour les enfants que pour les adultes. Et donc, en fait, c'est là que c'est à moi de me réguler pour ne pas réagir sur ça, de ne pas entrer dans cette agressivité et du coup faire payer l'enfant pour quelque chose que moi, je n'ai pas géré, Mmh. mais que c'est OK que j'ai ressenti ça et que c'est important aussi pour le parent de pouvoir se dire qu'il est OK enfin, qu'on a tous nos limites et nos valeurs et qu'il y a des choses qu'on va accepter et d'autres non. Et que ça, c'est OK et qu'on a le droit de l'exprimer à l'enfant. Si par exemple, pour toi, le fait d'abîmer les livres, etc., c'est trop compliqué, il y a plusieurs solutions. La solution, c'est de se dire, OK, bah, peut-être qu'en fait, cette proposition, elle n'est pas adaptée à mon enfant actuellement et j'ai pas les capacités là, cognitives et émotionnelles de l'accompagner là-dessus. Donc juste, j'essaye d'aller vers d'autres propositions, peut-être plus de patouilles, peut-être plus de trucs où il peut déchirer. Tu vois, ça réoriente, ça offre une porte de sortie et dire, bah là, je t'écoute dans ton besoin. Peut-être que ton besoin d'exploration actuel n'est pas dans quelque chose de fin, mais dans quelque chose de plus global. Et donc, je te propose ça et on reviendra au livre un peu plus tard ou d'une manière différente. Ça peut être ça. Ou ça peut être effectivement de se dire, bah, ça, pour moi, c'est complètement pas OK. Et là, on peut rentrer dans l'application de conséquences logiques. Tu vois, de dire, bah, effectivement, là, pour nous, à chaque fois que tu prends un livre, il est déchiré. Pour le moment, tu n'as plus le droit de prendre un livre. C'est nous qui les lisons et c'est tout. Et c'est la règle actuelle. On ne va pas aller plus loin, de plus en plus loin dans la règle en disant en fait, on va t'enlever tous les livres, ensuite on va les mettre dans des cartons, ensuite tu les reverras plus, ensuite, tu vois. On n'a pas besoin d'accentuer parce qu'en plus, du coup, ça devient incohérent et l'enfant petit à petit se dit mais à chaque fois la réaction elle est différente, je suis un peu perdue. Par contre, si pour nous c'est vraiment pas OK, ben, ça peut être effectivement tant qu'on n'a pas encore nous ensemble appris à ce que tu contrôles ton corps dans ces moments-là, eh bien, la conséquence, c'est que c'est moi qui tiens le livre. Par contre, c'est que quand on applique une conséquence de cette manière-là, il faut s'attendre à la réaction émotionnelle de la part de l'enfant. Et je pense que la difficulté, elle se situe là. C'est que quand on pose une conséquence logique, on souhaiterait que l'enfant n'ait pas de réaction derrière. Et c'est là que c'est difficile. C'est pour ça que je dis aussi que parfois, c'est OK de mettre des choses de côté. Tu vois, de dire, bah, en fait, là, tu n'es pas prêt pour ça. C'est pas que tu veux pas prendre soin de ses affaires, c'est que là, en fait, tu es encore trop éparpillé. Donc, vu que tu es éparpillé, je vais te proposer autre chose. On va essayer de venir peut-être réguler tout ce qui se passe dans ton corps, toutes ces tensions qui fait que tu déchires. On va t'apprendre à t'aider à contrôler ton corps parce que souvent, c'est ça, on n'offre pas de porte de sortie aux enfants. On voudrait qu'ils prennent soin, mais comment on prend soin des affaires? Comment on fait pour prendre soin d'un livre? Ça veut dire quoi concrètement dans le comportement? Et dans mon corps, dans ma gestion de mon corps, de ma force, de la vitesse, de tout ça, comment je fais pour me retenir de casser un livre? C'est quoi les outils? Et je pense que c'est ça, là, qui ferait une grande différence. Tu vois, je sais qu'il y a un truc que je verbalisais, je formulais beaucoup aux enfants, c'était le fait de c'est toi qui retiens ton corps. Là, retiens tes mains. Et ça aide parce que du coup, il a un outil concret sur comment faire pour réussir à ne pas déchirer ce livre. Là, c'est trop dur. Retiens tes mains. Maintenant. Et effectivement, si pour toi, ça, c'est une limite qui est très difficile et que c'est un apprentissage que tu as vraiment envie de faire parce que ça te tient à cœur, ça peut être ce formule-là. Intéressant. De dire dans l'environnement, je vais essayer de faire des propositions différentes pour venir l'aider un peu à sortir tout ça qui a l'air d'être dans son corps de tension, l'aider là-dessus. Et à côté de ça, de dire, bah, pour moi, c'est trop dur. Donc, la conséquence logique, c'est que pour le moment, c'est moi qui tiens les livres. Par contre, effectivement, tu risques d'avoir des réactions de frustration difficiles chez ton enfant derrière. Et je pense que ouais, c'est important de s'y préparer, aussi difficile que ça puisse être. Ça peut être ça. Et pour ton conjoint, c'est la même chose. Il a le droit complètement. Et c'est là où il y a les besoins de l'adulte et les limites de l'adulte qui entrent en compte et qui sont aussi importantes que celles de l'enfant, mais qui par contre ne doivent pas forcément peser sur l'enfant. La nuance est très, très complexe. Mais nous, on a des limites et c'est OK de les exprimer. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui essayent,
ont tellement envie d'écouter les besoins de l'enfant et qui ont envie de se mettre à leur hauteur, que tout ce qui les concerne, eux, en tant que valeur, en tant que besoin, ça ne rentre pas en ligne de compte. Et c'est ce qui fait qu'on est autant en colère, en fait. Moi, je sais, j'ai 2 exemples là pour toi. En crèche, j'étais sur un groupe bébé. Donc, les 3 mois jusqu'à 15 mois et un peu plus grand à la fin de l'année. Et je me sentais à un moment donné très envahie par les câlins. Où en fait, dès que j'étais assise au sol, ils étaient 15 à venir sur moi, à se battre entre eux pour s'asseoir. Enfin, j'entendais le besoin de sécurité, le besoin de lien, le besoin de proximité, mais ça devenait très dur pour moi. Et je me sentais très envahie et je sentais que je pouvais entrer dans une forme d'agressivité parce que c'était trop. Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'empêche de dire non? C'est mon corps, c'est ma limite. Et je me rappelle, cette image m'avait marquée d'une petite fille qui vient vers moi et que du coup, avant qu'elle s'assoie, je la stoppe. Et je lui dis que non, je n'ai pas envie qu'elle s'assoie sur moi. Que si elle veut être avec moi, c'est OK, qu'elle peut se mettre à côté de moi, mais sur moi, c'est non. Et elle n'a pas compris. Évidemment, ce n'était pas clair pour elle, donc elle s'est mise à pleurer, à hurler. Et devant moi, mais il fallait que je respecte mon besoin à ce moment-là. Et c'est tout. C'était vraiment pas une histoire de est-ce que je vais céder ou non. Non, parce que j'ai compris sa réaction. Si à un moment donné, mon conjoint me dit je veux pas de câlin, je suis un peu vexée. Mais je vais l'entendre, je vais le comprendre. Elle ne va pas le comprendre. Et j'ai remarqué ce qui m'avait assez amusé, c'est que finalement, je l'avais fait 2-3 fois. C'était une petite fille qui en plus avait besoin de beaucoup de câlins. Donc ça l'a vraiment blessée. Donc c'était dur aussi. Et encore là, j'étais pas maman. Donc c'était plus facile de mettre à distance. Donc je peux comprendre 1000 fois que ce soit encore plus dur en tant que parent. Mais la dernière fois, elle s'est arrêtée devant moi et elle m'a regardée. Elle a attendu mon autorisation avant de s'asseoir. Et je me suis dit, mais waouh! Et là, tout de suite, forcément, j'ai bien plus accepté son câlin et ça m'a surprise moi-même, hein, parce que moi aussi, j'ai beaucoup de théories et quand on la met en pratique, à chaque fois, on est surpris par se dire, c'est fou, ça fonctionne. Mais pourtant, ça a été dur parce que ces réactions émotionnelles étaient présentes. Et un autre exemple qui, du coup, là, concerne un parent, un papa. Je ne sais plus exactement dans quel contexte c'était, mais c'était un petit garçon qui jouait au sol et son papa était dans le canapé ou quelque chose comme ça. Et je crois que c'était l'enfant qui voulait absolument que son papa vienne se mettre à côté de lui. Et du coup, cet enfant, un peu d'une manière autoritaire, on va dire un enfant de 16-18 mois, un tout petit, de manière autoritaire, voulait que son papa soit au sol avec lui pour jouer. Et il me dit, mais moi, j'ai super mal au dos, ça me fâche en fait et j'ai pas envie de lui céder, ce terme de céder. Et je lui ai dit, mais c'est pas une histoire de lui céder ou pas, c'est une histoire de tes besoins ou non. Si pour toi c'est OK de te mettre au sol ou de ne pas être sur le canapé pour pas envahir son espace de jeu, vas-y, t'es pas en train de lui céder et qu'il est pas en train de prendre le dessus. C'est juste en train de dire, c'est ton espace de jeu, moi je peux aller ailleurs, il n'y a pas de souci, on vit ensemble. Mais par contre, si c'est pas OK pour toi, tu as le droit de lui dire. Et là, c'est juste à toi de prendre cette posture un peu de parent pour l'amener vers autre chose. Lui expliquer ton regard, accueillir son émotion autant que faire se peut et le rediriger. Et il apprendra. Et je ne sais plus du tout où on était par rapport à ça, mais que oui, c'est important de respecter ses besoins et qu'on a le droit de dire non juste parce que. Parce que ça, j'ai beaucoup de mamans qui me disent, j'ose pas lui dire non, j'ose pas, elle a besoin de ça. Mais nos enfants, ils ont juste besoin de nous. Mais nous, on a le droit aussi de dire non juste parce que. Oui, ça, c'est important. Pour qu'ils apprennent eux aussi à savoir dire non quand ils se sentiront envahis eux-mêmes. Je veux dire, c'est l'éducation par l'exemple, ça passe aussi par ça. On en discute assez souvent. En leur disant non respectueusement, ils apprennent à dire non respectueusement aussi quand leur limite à un moment donné sera atteinte. Il y a 3 choses sur lesquelles je voudrais rebondir de ce que tu as dit, Enola. C'est hyper intéressant. Sur le premier aspect, je pense qu'il faut aussi qu'on se concentre. Alors moi, c'est quelque chose que je mets en pratique. Alors je sais pas si ça parlera à tout le monde, mais ça m'aide aussi à revoir mon objectif initial. C'est-à-dire que la semaine dernière, je voulais absolument proposer à mon fils d'aller à la médiathèque qui propose des accueils pour les petits-enfants. Et donc, j'avais prévu qu'on aille dehors, qu'on marche, qu'on prenne à gauche, qu'on longe le trottoir, qu'on aille à la médiathèque. Et en fait, une fois dehors, mon fils, il voulait aller à droite, mais absolument à droite. Il fallait aller voir le caillou de là-bas, le plot de là-bas, la voiture de là-bas. Et en fait, j'ai
insisté, j'étais contrariée. Enfin, c'est devenu une catastrophe, ce moment que moi, j'avais planifié dans ma tête de bien bon pour lui. Et en fait, à l'arrivée, je me suis dit, attends. Enfin, une fois que j'ai crié, que je me suis agacée, que je lui ai dit, mais non, mais Ilan, c'est là-bas, que je l'ai porté, que je l'ai contraint à aller dans la direction de la médiathèque, qu'on est allé à la médiathèque. Une fois à la médiathèque, c'était une catastrophe, il n'avait pas envie d'être là. Et en fait, je me suis dit, mais c'était quoi mon objectif initial ? Mon objectif initial, c'était qu'ils prennent l'air, qu'on sorte de la maison. Donc en fait, qu'est-ce que j'en avais à faire de changer mes plans au dernier moment ? J'avais personne à rencontrer à la médiathèque. Je m'étais pas inscrite en plus. Je veux dire, on se met des contraintes tout seul parfois. J'étais ni inscrite, j'avais rien payé. J'avais rendez-vous avec personne. J'aurais manqué à personne à la médiathèque. Quelque part, si finalement tu vas aller à droite, puis on suit ce caillou, puis on va commenter cette voiture, puis on va aller regarder cet arbre. Il était dehors, il prenait l'air. Donc en fait, je me dis, est-ce que parfois... c'est quelque chose que j'ai fait assez naturellement quand il s'agissait de mettre en place la diversification. C'est-à-dire que moi, mon objectif, c'était qu'il mange. Donc, je m'en avais rien à faire que ce soit avec une fourchette, une cuillère ou ses doigts. Mon objectif, c'était qu'il mange. C'était assez naturel pour moi de rester concentrée sur cet objectif-là. Et là, en sortie à la médiathèque, j'ai complètement oublié ce postulat-là de quel est mon objectif de départ. Et je suis partie sur mon plan et il fallait que ça se déroule comme je l'avais prévu. Donc, j'invite les parents qui nous écoutent, ou même les professionnels de la petite enfance, à se concentrer sur quel est l'objectif initial de l'activité ou de ma proposition. Si c'était que les enfants jouent tous ensemble, finalement, peut-être que la patouille, j'avais imaginé qu'on allait faire des œufs parce que c'est bientôt Pâques et qu'on allait faire... Mais à la limite, s'ils jouent autrement, l'objectif est atteint, ils jouent. Donc, je veux dire, peut-être parfois, revoir nos objectifs et se concentrer sur l'initial et pas le plan, en fait, qui leur va pas forcément. Ouais, c'est le concept un peu de l'affordance. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que je ne le maîtrise pas complètement, mais c'est vraiment ce concept-là de laisser l'enfant investir un objet ou un moment où comme il le souhaite. Et c'est du coup nous sortir de notre carcan qu'on connaît, qui est très difficile. Et la deuxième chose que j'y vois dans ce que tu dis, c'est la capacité à faire appel à sa flexibilité mentale. Cette fonction exécutive qui nous permet de nous adapter au changement, qui nous permet de trouver des solutions alternatives. Et je pense que quand on n'est pas au clair ou sûr de nous avec notre objectif, tu vois, ce qui a peut-être été le cas avec la diversification et pas avec cette histoire de médiathèque, mais on a des grandes difficultés à faire appel à ça. C'est vraiment une capacité qui se développe effectivement dans cette posture que tu amènes très très bien dans le fait de se dire mais c'était quoi mon objectif ? Ça marche avec le sommeil aussi. C'est quelque chose que je travaille beaucoup pour se détacher parfois un peu de ces histoires de train du sommeil et d'endormissement autonome pour se raccrocher au fait de c'est quoi l'objectif ? L'objectif, c'est dormir quand tu as un souci. L'objectif, c'est de se reposer. L'objectif, c'est d'aider l'enfant à trouver sa sécurité et à être en paix le soir avant d'aller dormir. Et bien là, du tout, les comportements et les postures, elles changent parce qu'on n'est plus dans des... C'était des collègues canadiennes qui ont un compte Instagram qui s'appelle Cœur en tête, dont j'apprécie énormément le travail, qui parlait de ces repères internes et externes. En fait, quand on n'est pas sûr, on va s'associer à des repères externes. Les horaires, la médiathèque, le truc à faire, le plan, machin. Et du coup, si on reva vers l'intérieur plutôt, on va plus facilement se détacher de tout ça pour être dans la relation avec l'enfant et se dire, en fait, là, c'est quoi l'important, là, maintenant, où on en est. Oui, et du coup, effectivement, on passe de meilleurs moments. Mais oui, et c'est une forme de liberté que nos sociétés, elles nous permettent si peu. C'est-à-dire que moi, je sors avec ma poussette maintenant et je dis à Ilan où on va. Et lui se régale de me dire là, et alors j'y vais. Et puis après, et là. Et c'est lui qui choisit tout le chemin. Alors le circuit n'a ni queue ni tête, mais on se balade et il décide et il remplit son réservoir du pouvoir. Il a l'impression qu'il contrôle une situation. Lui, ça le remplit. Moi, je suis dehors avec mon fils comme prévu. Et donc, quand on peut le faire, j'invite tout le monde à le faire et à se laisser guider. Et c'est hyper sympa d'expérimenter cette liberté de pas avoir de plan, parce qu'on a toujours plein de trucs à faire, une to-do list, un plan à dérouler, des horaires à tenir. Et après, effectivement, moi, mon fils, qui est un enfant très libre, il est pas d'accord quand je tourne à droite quand on va chez sa nounou, parce qu'il voudrait que j'aille à gauche. Mais là, on n'a pas le choix. La nounou, elle est... Donc, là, je lui dis, je suis désolée pour toi. Maman, elle connaît le chemin, je sais par où il faut passer. Là, c'est moi qui conduis, c'est moi qui décide de par où on passe.
Et j'ai pas, et c'est aussi le deuxième point sur lequel je voulais réagir, j'ai pas peur de ces réactions. C'est-à-dire que parfois, je tourne à gauche parce que la direction, elle est obligatoire, on va à gauche. Il pleure, il n'est pas content, il est frustré. J'accueille, et je pense aussi qu'une des clés pour essayer pour rester dans cette approche non violente, c'est aussi de ne pas avoir peur des réactions. Je veux dire, moi, quand je suis alignée et que je suis d'accord avec ce que j'impose à mon enfant parce que c'est sa sécurité, c'est son hygiène, c'est le cadre qui me semble être le meilleur pour lui, quand il pleure, quand il n'est pas content, j'ai pas de problème. Je veux dire, on a tout de suite peur que nos enfants ils pleurent, qu'ils surréagissent. Mais qu'est-ce que c'est dur. Mais parce qu'en fait, je pense qu'on n'a pas peur de leur réaction. On a peur de notre incapacité à y faire face, en fait. Et c'est tout le monde inclus, hein. Parce que, en fait, c'est un peu comme les enfants, il faut décortiquer la peur. De quoi on a besoin pour plus avoir peur? On a besoin de courage, on a besoin de compréhension, on a besoin de confiance. Et en fait, pour faire face à la réaction d'un enfant qui est bien plus intense que celle d'un adulte, et en plus, c'est à nous de porter la charge, de l'aider à se co-réguler, c'est hyper dur. Et je pense que la peur, elle se situe là, elle ne se situe pas tant sur la réaction de l'enfant. Elle se situe sur, mais moi, comment je fais face à ça? Quand moi, j'ai mes propres émotions, quand moi, j'ai tout ça. Et je pense que vraiment, les 3 éléments, c'est le courage, parce qu'il nous faut du courage pour confronter ces réactions émotionnelles qui sont très, très dures. Il faut de la confiance et il faut de la compréhension. Et donc, je pense que si plus on comprend ce qu'est une émotion d'une manière plus globale, qu'on se comprend c'est quoi une stratégie, qu'on comprend c'est quoi la co-régulation, on s'adapte beaucoup plus facilement. Et je pense effectivement que toi, tout ton travail de recherche t'a aidé aussi sur ce chemin-là, du coup, de ne plus être effrayé par comment tu vas te poser face à ces émotions-là. Et moi, c'est la même chose. C'est vraiment un chemin que j'ai ressenti où, il y a quelques années, quand un enfant réagissait face à moi, ma posture, j'ai été vachement très vite désemparée. Je ne savais plus vraiment quoi faire. Souvent, en plus, quand on est à l'extérieur ou même parfois au sein du couple, il y a un peu la peur directe de la réaction de l'autre. Donc, en fait, c'est un élément qui vient s'ajouter en plus, qui donc vient créer du stress. Et ce stress, je le rappelle, nous empêche de faire appel à notre cognition. Donc, très vite, là, on est dans un cercle qui est dur. Et la deuxième chose, c'est chez certains parents, et notamment ce que je vois chez certaines mamans, c'est cette peur de traumatiser son enfant, de lui faire du mal, et du coup, d'associer une réaction émotionnelle désagréable, que ce soit des pleurs, des cris, etc., à quelque chose de j'ai fait mal avec mon enfant. Donc là, il y a une anxiété en plus qui s'ajoute de ne pas vouloir blesser son enfant et de chercher à éviter ça. Donc là, ça complexifie encore plus. Donc je pense que vraiment, apprendre à se faire confiance dans ses réactions, c'est aussi, c'est ce processus de se détacher des méthodes pour s'accrocher aux outils, ce qu'on évoque depuis le début. Oui. Et que petit à petit, effectivement, on n'est plus effrayé par les réactions émotionnelles de leurs enfants. Et du coup, en final, petit à petit, elles sont aussi moins fortes. Ce qui est paradoxal, c'est que moins on en a peur, plus on a une posture de confiance, et donc plus notre enfant va très vite retrouver sa sécurité et développer sa capacité à se réguler. Donc c'est injuste, hein, c'est complètement injuste. Et après, il faut se rappeler aussi que c'est normal qu'un enfant ait des réactions émotionnelles, peu importe nos compétences, hein, peu importe qu'on soit docteur, qu'on soit médecin, qu'on soit ce qu'on veut, on n'empêchera pas un enfant d'avoir des émotions et donc d'avoir des réactions comportementales associées. Moi, il y a encore une semaine, je gardais des jumeaux de 2 ans, 2 ans et demi maintenant. Et pourtant, ils me connaissent, hein, ils m'ont déjà vue. Et l'un d'eux, au moment du départ des parents, ça a été très difficile. Il s'est mis à pleurer, il s'est mis à hurler. Hurler, vraiment, très, très fort. Donc, pour lui permettre de se recentrer, on a raccourci. Donc, je l'ai pris dans mes bras, on a dit au revoir à papa, mais il n'a pas du tout accepté. Et il tournait en boucle en hurlant sur le fait de mettre ses chaussures pour rejoindre son papa. Donc en fait, là, même moi, avec toutes mes compétences, on se sent vite démuni parce qu'on a envie de l'aider, parce qu'on a envie que ça s'arrête, parce que le cri, ça résonne aussi dans notre tête, parce qu'on a un peu le déroulement de la soirée dans notre tête. Donc en fait, c'est très dur d'y mettre un terme. Et finalement, petit à petit, ça a fini par s'apaiser. Mais c'est très, très dur. En plus, là, ce qui l'a apaisé, et tu vois, ça va résonner, ça a été le retrait. Quand je lui ai proposé de se mettre dans son lit tout seul à l'étage avec 2 livres, là, il s'est calmé. Et au final, au bout de 5 minutes, il a crié « Enola !» tout prêt à me retrouver.
Et ça m'a questionnée, c'était rigolo, tu vois, ça Ouais. fait écho à ça m'a questionnée de me dire: «Tiens, c'est rigolo, c'est ça qui a fonctionné, quoi». Donc pour Oui, dire que c'est mais, dur. mais oui, oui, c'est dur. On n'est pas toujours disponible pour accueillir l'émotion. Ça ne veut pas dire qu'on ne le sera pas le lendemain ou qu'on ne l'était pas hier, mais parfois sur le moment, nous, on n'est pas dispo pour accueillir leurs émotions, leurs réactions. On le disait, qui peuvent être parfois irrationnelles, disproportionnées. Donc, dans notre cerveau d'adulte, c'est pas toujours évident de le comprendre. Et peut-être que c'est ça qu'il faut arrêter de faire, de chercher à le comprendre. Je rejoins ce que tu disais tout à l'heure. Et tu as raison, quand j'ai compris qu'il y avait une différence entre je manifeste mon mécontentement et je pleure de détresse, ça m'a quand même enlevé un poids sur le dos. Et c'est à ce moment-là, je crois, dans mon cheminement de maman, qui est loin d'être terminé, hein, je suis au début, que j'ai accepté aussi de mettre mes besoins au même niveau que ceux de mon fils. C'est quand j'ai plus eu peur de ses réactions. Et effectivement, moi maintenant, j'essaye au maximum, quand j'ai la dispo, d'accueillir ces réactions comme une nouvelle opportunité d'expérimenter tout ce que je sais. Donc je me dis, là c'est dur pour lui, comment je me positionne? Et effectivement, plus je me mets à sa hauteur, plus je le laisse faire dans son émotion et que je l'encourage à se réguler. Je lui dis qu'il est capable de gérer cette frustration, que je comprends que c'est difficile pour lui d'accepter que j'ai dit non, mais j'ai dit non et je ne changerai pas d'avis parce que c'est le mieux pour nous tous là au moment qui se présente à nous. Et ben, plus je suis là en mode je comprends et je me mets à sa hauteur et je le laisse gérer, et moins ça dure, quoi. Et parfois c'est 3 minutes et je me dis waouh, c'est fou comme soit il régule bien, soit en fait, comme je l'entends, il a plus besoin d'hurler. Tu vois ce que je veux dire? Donc je rejoins parfaitement ce que tu dis et pour l'expérimenter. Et au final, ouais, il y a pas mal de gestes impulsifs par ici, mais finalement pas tant de colère et de tempête. Donc c'est juste sa forme d'expression, quoi. Ça passe plus par le geste que par la tempête pour l'instant. Et je pense qu'il faut que j'essaye cette posture d'acceptation que j'ai face aux tempêtes qui existent assez rarement finalement. C'est peut-être aussi pour ça que je les maîtrise, c'est parce que je suis pas épuisée trop sur ce registre-là. Il faudrait que je la transfère sur les gestes et que je sache aussi accueillir sans que je sente mon ego d'adulte prendre sa place et dire mais c'est pas possible, je peux pas me prendre une claque à 34 ans par un enfant de 2 ans alors que je suis là disponible et que je fais tout pour lui, tu sais, ce truc. Ouais. Donc ouais, moi je sais qu'il faut que je me désarme et que je m'adoucisse. Ouais. Je pense que ouais, c'est un jeu de... C'est OK de penser ça. C'est OK de le ressentir de cette façon-là, c'est-à-dire que de toute façon, personne n'a le contrôle sur ses émotions. On peut pas choisir d'être vexé, on peut pas choisir. Ça arrive, ça se présente à nous. C'est là tout l'enjeu de l'accueil de l'émotion. Et donc, c'est autant OK pour eux que c'est OK pour nous. Par contre, nous sommes responsables en tant qu'adultes du comportement qu'on va poser sur ça. Et je pense que c'est là que c'est important, effectivement, de se rappeler que voilà, c'est OK parfois de ne pas avoir la réaction escomptée, mais que malgré tout, cette responsabilité, elle est la nôtre de ne pas faire porter aux enfants le poids de nos émotions. Et que voilà, c'est à nous effectivement de leur offrir des portes de sortie pour que cette expression par le geste agressif puisse changer petit à petit. Parce que malgré tout, ce geste reste pas OK du tout. Qu'il ait 2 ans, qu'il ait 3 ans, qu'il ait 5 ans, mais que nos émotions, nos ressentis ne pèsent pas sur eux et que donc non, c'est pas de sa faute si nous on est fâchés, c'est pas de sa faute si... Non, on est fâché parce que la situation est dure, parce que le geste fait mal, parce que c'est très agressif de se faire taper, hein, et que on n'a plus l'habitude. Enfin, on n'a pas l'habitude d'ailleurs. Hein. C'est pas quelque chose de naturel, par exemple, dans un couple. Donc voilà. Mais je pense que ouais, c'est juste se rappeler que la responsabilité, elle est sur nous de ces choses-là, qu'on peut pas attendre de l'enfant de se contrôler sur son comportement si nous, on ne fait pas la même chose. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et je crois que c'est d'abord sur nos émotions qu'il faut agir. Notre régulation, et plus on s'auto-régulera nous en tant qu'adultes, plus nos enfants auront les clés pour s'auto-réguler eux. Et je crois que c'est aussi
pour moi un conseil très pratique de se dire quand je sens qu'il y a une émotion ou une réaction qui est disproportionnée, je dois moi-même me calmer, moi-même me réguler, redescendre moi la première en fait, avant d'attendre que lui redescende. Donc oui, on a un pouvoir en nous et c'est aussi comme ça que on progresse au travers de notre parentalité et on devient plus serein, on se connaît davantage parce qu'on a fait ce travail-là sur nous pour permettre à nos enfants de le faire quand ils seront prêts à le faire. Et ce travail, il passe aussi par le fait de s'offrir du respect à soi et de l'amour. Moi, ce que je vois sur ces 3 années, au-delà du côté pratique, c'est qu'il y a tellement de culpabilité, il y a tellement de difficultés qu'on perd une énergie folle à se blâmer. Et du coup, je pense que une des premières étapes, en tous les cas, pour réussir à apprendre à se réguler soi, c'est s'offrir cette tolérance-là, de se dire, en fait, je suis en apprentissage et je vais avoir les capacités de le faire. Alors que quand on se blâme, on se crée du stress, de l'anxiété et on court-circuite ça. Et que là, effectivement, si on sent qu'on est là-dedans, se faire accompagner est essentiel. Parce que chaque parent mérite de pouvoir se faire confiance et d'apprendre à s'offrir de la tolérance et de l'amour pour développer toutes ces capacités-là et de ne pas rentrer dans ce système de culpabilité extrême qui est complètement nocif. Non, c'est ça. Ouais, nocif pour nous et nocif pour nos enfants. C'est ça. Merci Enola, c'était passionnant. Avant de te remercier, de te dire au revoir, je voudrais te poser une question. Oui. Est-ce qu'il y a une personne qui te paraît intéressante d'inviter à ce micro autour de toi, ta famille, tes amis, professionnels, des gens qui te sembleraient pertinents sur la question? Il y en a tellement. Ouais. Il y en a tellement. Est-ce que je pense à quelqu'un en particulier? Il y a quelqu'un à qui j'ai pensé là, alors c'est pas du tout de mon cercle de connaissances, mais c'est plutôt un auteur qui m'a beaucoup parlé, c'est André Stern. Ah oui. Et voilà, c'est lui c'est une des premières lectures, je pense, qui m'a aidée à me reconnecter avec cette nature profonde de l'enfance. Et j'ai beaucoup aimé son écriture, son approche poétique. C'est un homme, donc c'est aussi un regard qui est différent et qui est un peu... qui sort un peu de ces questions d'éducation vraiment que nous, on va se poser, par exemple, pour vraiment parler de l'enfant. Et je le trouve hyper intéressant, hyper pertinent sur ces sujets-là. Et ouais, il est génial. Ouais, je le contacterai avec plaisir, André Stern, parce que je trouve aussi qu'il a un positionnement sur la question des écrans qui est très intéressant. Et je pense que ça peut aussi aider. Alors moi, j'en suis pas là dans ma parentalité parce que mon fils a 2 ans, mais il y a beaucoup de parents qui vivent des conflits dans leur famille parce qu'ils ont des enfants qui adorent les écrans et qui les demandent beaucoup. Et pour eux, c'est une problématique parce que ça suscite des tensions et des conflits dans les familles. Et ce serait hyper intéressant si vous voulez bien discuter de ce sujet, entre autres. Très bonne idée d'inviter André Stern. Je te remercie. Avec plaisir. À bientôt, Enola. Merci beaucoup pour tous tes conseils et ta vision. À bientôt, Charlène. Merci. Vous venez d'écouter Horizontal, le nouveau podcast qui déverticalise les relations adultes-enfants. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner sur la plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen de soutenir ce projet. Si vous souhaitez venir partager votre expérience, contactez-moi sur la page Instagram. Je vous remercie infiniment pour votre soutien et je vous souhaite beaucoup de douceur avec vos enfants.